Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine à l'émission, d'abord, derrière le bruit, derrière l'actualité, nous allons discuter d'une hypothèse assez intéressante. Peut-on se débarrasser des bombes nucléaires? C'est la proposition qu'a faite le président Barack Obama au printemps dernier dans un discours remarqué à Prague. Il a réitéré cette volonté lors de sa présentation devant l'Assemblée générale des Nations unies. Est-ce que c'est réaliste? Comment pourrait-on y arriver? Et pourquoi ce nouvel objectif? Nous en discutons avec Michel Fortman, un spécialiste des questions de sécurité internationale. Ensuite, nous allons faire le point sur les derniers développements dans le dossier des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Où en est le débat? Il y a une nouvelle génération d'OGM qui modifie les paramètres de ce débat. Nous en discutons avec une spécialiste juriste, Thérèse Leroux, qui est professeure et chercheur au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Et finalement, voir, lire et entendre, nous allons discuter des réflexes animaux des humains face à l'économie. Est-ce que l'homme est un être rationnel qui calcule ses choix ou est-ce qu'il répond à des réflexes qui lui viennent de son passé animal? Éric Monpetit a lu pour nous un livre à ce sujet. Alors, dans un instant, derrière le bruit des bombes nucléaires. Peut-on rêver d'un monde sans armes nucléaires? Certains idéalistes le pensent et le chantent depuis un certain temps, mais dans le monde de la géopolitique, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la guerre froide, on a toujours pensé qu'il y a un équilibre de la terreur. Alors, le président Barack Obama, en avril à Prague, a un peu surpris en disant que oui, lui, il voulait négocier une entente internationale qui viserait à l'abolition des bombes nucléaires. Il a répété cet engagement lors de son allocution à l'ONU à la fin septembre. Alors, pour savoir si c'est logique, si c'est réaliste, nous en parlons avec notre expert maison sur la question, Michel Fortman. Michel, merci d'être là. Bonjour. Michel, vous êtes professeur de sciences politiques. Vous dirigez le Centre d'études et de recherche sur la sécurité internationale, le CERSI, oui, qui était avant le GERSI, un groupe, maintenant un centre. C'est donc que vous prenez de l'ampleur et vous prenez du coffre. Et vous avez publié, entre autres choses, Les conflits dans le monde. Ça, c'est l'édition 2008. Donc, chaque année, un ouvrage collectif, oui, avec Gérard Hervouet aux presses de l'Université Laval qui recense les conflits mondiaux. L'édition 2009 est attendue d'ici... un mois ou deux. D'ici un mois ou deux. Alors, que veut dire Barack Obama? Pourquoi propose-t-il cela? Est-ce réaliste? D'abord, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, Obama lui-même en avait parlé durant la campagne électorale, la campagne présidentielle, donc il y a un an. Il s'était déjà prononcé en faveur donc, de l'abolition des armes nucléaires. Il faut tout de suite préciser qu'il s'agit d'un objectif à long terme et dans son discours de Prague, il l'a bien spécifié. C'est-à-dire que nous faisons les premiers pas vers cet objectif. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose qu'il veut réaliser immédiatement, mais simplement donc d'un objectif à long terme qui d'ailleurs est inscrit dans le traité de non-prolifération. C'est-à-dire où l'article 6 en fait, demande aux signataires du traité de non-prolifération de réduire leurs arsenaux, particulièrement en fait les États détenteurs d'armes nucléaires, en vue de réaliser finalement l'abolition, l'élimination complète des armes nucléaires. Mais ce n'était pas un objectif affiché des dernières administrations américaines. Disons que ce qui s'est passé, peut-être que ça a échappé à certains, et que depuis 2007, en fait, cet objectif, ce thème de l'abolition est revenu dans l'actualité. Comment c'est arrivé ? C'est que des gens pourtant connus pour leur conservatisme, c'est-à-dire donc comme Henry Kissinger par exemple, l'ancien secrétaire d'État Schultz, l'ancien secrétaire à la Défense Perry aux États-Unis ont écrit, et je pense le sénateur Sumner, ont signé une lettre commune dans le Wall Street Journal, qui n'est pas non plus connu pour son progressisme, demandant en fait ou plaidant pour finalement la réalisation d'un monde dénucléarisé. Et donc plaidant pour que les États-Unis prennent le leadership en tant que tel d'un tel mouvement. C'est évidemment une lettre qui a eu beaucoup d'écho parce que, évidemment, Henry Kissinger est connu vraiment comme le symbole à la fois du conservatisme, mais aussi d'un certain réalisme en relations internationales.
Et je dois dire que si vous regardez la liste maintenant actuellement des anciens membres du cabinet américain qui ont souscrit à cet objectif-là, vous trouverez à peu près une vingtaine de personnes. Et la plupart, encore une fois, sont soit des républicains ou des gens qui sont connus comme étant assez conservateurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont rendus à cette opinion maintenant et ce qui n'était pas le cas avant? Juste un truc, ça a eu beaucoup d'écho aussi en Europe. Ah. Donc, vous avez plusieurs en fait, personnages en fait, assez importants en Angleterre, des lords, etc., qui se sont prononcés aussi en faveur de l'abolition. Et en Allemagne aussi, nous avons l'ancien chancelier Helmut Schmidt, Egenbar, par exemple, donc le ministre des Affaires extérieures de Madame Angela Merkel, donc Steinmeier, qui s'est aussi prononcé pour la première ministre norvégienne. Donc ils ont changé le gouvernement récemment, donc c'est plus la première ministre, qui s'est aussi déclaré en faveur. Donc c'est vraiment un mouvement généralisé. Pourquoi? En Occident. Oui. Mouvement généralisé, au moins en Europe et au niveau des élites. Pour beaucoup, nous sommes arrivés en ce moment à une période vraiment clé ou charnière de l'histoire nucléaire. Certains parlent en fait du second âge nucléaire, c'est-à-dire jusqu'à présent, nous n'avons pas assisté à des vagues de prolifération très nombreuses, enfin c'est toujours les mêmes cas dont on parle, etc. Mais je pense qu'il y a une réalisation, un consensus de plus en plus marqué chez certains que ceci risque de s'accélérer. Et donc, en fait, les données risquent de changer, particulièrement, par exemple, au Moyen-Orient, où vous avez, certains disent, jusqu'à plus d'une dizaine d'États qui, advenant la nucléarisation de l'Iran, risqueraient de faire pareil. Donc, autrement dit, ce plaidoyer en faveur de l'abolition représente une façon de dire nous sommes à un moment clé, il faut que les pays nucléaires eux-mêmes fassent des efforts très nets pour montrer qu'ils sont engagés en faveur de la non-prolifération. Autrement, nous allons vers la catastrophe. Donc, c'est une stratégie de dire, bon, puisqu'on ne peut pas convaincre l'Iran ou la Corée du Nord ou d'autres États de ne pas avoir la bombe, puisque leur argument, c'est que vous l'avez bien, alors pourquoi pas nous? Il faut commencer à dire, nous-mêmes, on va se départir de la bombe. Exactement. Et ce marché-là se trouve déjà au cœur du traité de non-prolifération que je mentionnais au début de notre entretien. Effectivement, le traité représente une sorte de marché entre les États nucléarisés et ceux qui ne le sont pas. Et il y a cet engagement donc des États nucléaires, des Nuclear Weapon States, de faire des efforts pour réduire au maximum. Donc, ouais, mais est-ce que c'est réel? Alors, à supposer même que sur un horizon de 25 ans, on arrive à le faire, alors il y a énormément d'armes nucléaires à démanteler, à la fois en Russie, aux États-Unis, il y en a en Angleterre et en France, et il y en a qui l'ont sans le dire, comme Israël, probablement l'Afrique du Sud. Jusqu'à quel point, je veux dire, à quel moment est-ce que l'Iran et la Corée du Nord pourraient dire de façon réaliste, bon, ben d'accord, je renonce à ma bombe, puisqu'il n'y en a plus, mais il y en a toujours une ou deux qui traînent. Ben là, il s'agirait de faire un effort généralisé parmi les grandes puissances nucléaires pour effectivement montrer patte blanche, montrer qu'elles-mêmes font le maximum dans ce sens-là, et donc rétablir au moins une base de confiance parmi les signataires du traité de non-prolifération. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même presque 190 États qui ont signé. Et donc, effectivement, on va dire c'est un peu de la symbolique, si vous voulez, mais il y a, comme vous l'avez mentionné, du chemin à faire. Et les États-Unis, mais non seulement les États-Unis, mais la Russie, les États européens peuvent faire un pas dans cette direction. Je signale entre autres, par exemple, que les Britanniques, qui n'ont pas un des arsenaux les plus, disons, gros au monde, donc ils ont environ 180 armes nucléaires. Donc Gordon Brown a annoncé assez récemment, je pense il y a 1 ou 2 semaines, que sur les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dont ils disposent, il y en a un qui sont disposés à éliminer. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, en particulier Sarkozy, le président Sarkozy a manifesté son scepticisme à l'égard de l'objectif de l'abolition. Il dit ce que nous avons besoin, c'est des gestes concrets, en particulier vis-à-vis de cas comme l'Iran. Et je pense que les Français vont résister à l'idée. Eux, ils ont
environ 300 armes nucléaires, donc le double de ce qu'ont les Anglais, mais ils vont hésiter aussi à, disons, faire leur part. Mais à partir du moment où on dit que la raison pour laquelle il n'y a pas eu de guerre conventionnelle en Europe depuis le rideau de fer, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que chacun, les Russes et les Américains, savaient que si on déclenchait une guerre conventionnelle, on passerait au nucléaire et personne ne voulait ça. Donc, ça a été un gage de paix. Alors pourquoi ça, ce n'est plus vrai? Cela demeure vrai, mais ce que l'on essaye d'éviter, en fait, est un monde où le nombre, en quelque sorte, d'acteurs nucléaires va augmenter. Je pense qu'il y a un postulat fondamental à la base de ce qu'on appelle la non-prolifération, qui est plus vous avez de doigts sur la gâchette nucléaire, plus, et c'est mathématique, plus le risque est élevé qu'un accident ou un conflit éclate. Donc c'est un peu ça qu'on veut éviter, et le message que des gens comme Kissinger ou d'autres font en plaidant pour l'abolition, c'est dire faisons un effort significatif pour arrêter en fait ce mouvement vers la prolifération, qui va changer en fait le type de monde d'environnement dans lequel on va être. Alors, il y a un geste important qui doit être posé, c'est celui de l'arrêt des tests nucléaires. Parce que si on arrête les tests nucléaires, on arrête la chaîne de conception de l'arme nucléaire. Alors là, le président Obama a dit, nous voulons en arriver à une véritable application de cette interdiction de tests. Évidemment, le pays signataire qui avait été délinquant, ça a été la France, avec Jacques Chirac, qui avait fait des tests pendant les années 90. Les années 90. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait des tests depuis? Je crois, du côté américain, il n'y en a pas eu. Du côté russe, non plus. Les Français ont arrêté assez rapidement, je pense, vu justement au milieu des années 90, la levée de bouclier, la réprobation générale. Les Chinois? Bonne question. Là, je ne pourrais pas vous répondre immédiatement. J'ai l'impression qu'il y a moratoire aussi dans ce cas-là. Donc, c'est en fait les seuls qui voudraient tester. C'est ceux qui arrivent à l'avoir, donc les Nord-Coréens et peut-être un jour les Iraniens. Parce que sur la mécanique, tant qu'on n'a pas testé sa bombe, on n'est pas certain de l'avoir. Est-ce que c'est exact? Plus maintenant, je pense. En fait, à la fois les simulations au niveau informatique et les tests qu'on pourrait appeler les tests à sec, c'est-à-dire donc qui utilisent des explosifs, par exemple, que l'on peut prendre comme détonateur d'une arme nucléaire, donc, mais sans avoir le matériau fissile intégré. Donc, ce genre de test est tout à fait possible. Et pour vérifier, en fait, les conditions d'une explosion nucléaire sont réunies. Des tests qui demeurent importants à faire, c'est dans le cas en fait des armes thermonucléaires. Donc, rappelez-nous la différence. Elle est énorme, elle est considérable. C'est-à-dire que les armes nucléaires sont fondées sur le principe de la fission, c'est-à-dire donc la fission de l'atome d'uranium ou celui du plutonium 239. Et lorsque vous fissionnez, si vous voulez, une partie de la matière, en fait, donc du métal uranium ou plutonium, une partie de cette matière se transforme en énergie. Et cette énergie, en fait, est 1 million de fois supérieure à celle qui se dégage d'une explosion, par exemple, conventionnelle. D'accord. Pour vous donner une idée. Ça, c'est l'arme nucléaire. C'est l'arme nucléaire. L'arme thermonucléaire, elle est fondée sur la fusion, donc on ne brise pas un atome au départ, en fait nous fusionnons des atomes, en fait généralement du bas de la table, c'est-à-dire des atomes très légers, comme ceux de l'hydrogène, de l'eau lourde, ou de thérium, ou du tritium. Et il se trouve simplement que par nucléon, c'est-à-dire par atome, l'énergie dégagée est supérieure à celle de la fission. Mais plus important encore, dans le cas de la fission, vous avez une limite à la capacité explosive des bombes que vous pouvez fabriquer. L'uranium aussi est rare. Par contre, vous pouvez fabriquer donc les éléments de base d'une bombe à fusion, à savoir donc le deutérium ou le tritium, beaucoup plus facilement. Et en fait, il n'y a pas de limite à la puissance d'une arme thermonucléaire. Donc la plupart de ce qu'on appelle les armes nucléaires modernes, en fait, sont des armes thermonucléaires. D'accord. Et elles sont plus complexes à réaliser parce que vous avez besoin, en fait, comme détonateur d'une arme à fission qui va faire fusionner
une certaine quantité donc, de tritium ou de deutérium. Et là, donc, la quantité peut être immense. La plus grosse arme nucléaire, enfin la plus puissante arme thermonucléaire qui est explosée, et à la fin des années 50, une bombe que les soviétiques ont fait exploser de plus de 50 mégatonnes. Donc 50 millions, l'équivalent de 50 millions de tonnes d'explosifs conventionnels. Je ne sais pas si vous imaginez. Dites-nous, ça peut, alors une bonne vieille bombe A, donc nucléaire normale, a réussi à détruire Nagasaki et Hiroshima. Ah oui, c'est 14 kilotonnes. Bon. Donc, donc cette super bombe pourrait détruire quoi? Écoutez, si vous parlez à ce moment-là des arsenaux actuels qui contiennent des milliers... non, mais juste une bombe thermonucléaire ou cette super bombe de l'Union soviétique... facilement aplatir Montréal. Donc, vous parlez d'un rayon de 40 à 50 km. 40 à 50 km. Oui, un rayon... Alors, nous espérons, nous allons imaginer qu'il est possible de s'en débarrasser. Donc, on va se revoir là-dessus. On peut faire des efforts dans cette direction. C'est le message que nous envoie à la fois Obama et ceux qui vont... les négociations engagées entre l'administration Obama et les Russes, sont-elles sérieuses? Est-ce que les Russes sont sérieusement engagés là-dedans? Voilà, merci. C'est-à-dire qu'effectivement, la tâche, c'est-à-dire l'agenda, ou l'ordre du jour pour aller vers l'abolition est extrêmement, complexe, il est chargé. Et aussi, c'est très rapproché dans le temps. C'est-à-dire qu'il faudrait que M. Obama, pour qu'il commence à remplir ses promesses, que d'ici janvier ou février, il ait obtenu en fait une ratification du CTBT, ou du TISEN, traité d'interdiction complète des essais nucléaires, auprès du Sénat. Depuis 1996, le Sénat renacle. Encore maintenant, les experts ne sont pas d'accord. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce que c'est compliqué, mais bon, il n'est pas du tout sûr que Monsieur Obama arrive à obtenir donc l'appui du Sénat. Mais il a proposé toute une série d'autres choses. Il y a en particulier le redémarrage, par exemple, des négociations pour une interdiction de la production des matériaux fissiles, donc plutonium et uranium, qui normalement doit se dérouler à Genève. Mais en fait, le consensus n'existe pas au sein de la, je pense, quarantaine de pays qui négocient au sein de ce qu'on appelle la conférence du désarmement. Il y a même des blocages. Alors là aussi, un FIS ban, ou traité d'interdiction des matériaux fissiles, c'est pas réalisé de loin. Troisièmement, le plus important, c'est au mois de mai prochain, nous avons fait la conférence d'examen du traité de non-prolifération. La dernière, qui a eu lieu en fait en 2005, était une catastrophe. C'est encore à la période donc du président Bush. Est-ce que celle-ci va déboucher vers une réaffirmation du traité de non-prolifération? On est encore loin d'être sûr. Et M. Obama propose un sommet sur la dénucléarisation en mars. Ceci, en fait, sur la sécurité des matériaux nucléaires. Donc, il y a toute une série on pourrait dire, de deadlines, de dates butoirs, en quelque sorte, y compris en tout dernier, ce dont on parle très rarement, l'OTAN déploie plus d'une centaine d'armes nucléaires. Ce sont des armes nucléaires tactiques, des reliquats de la guerre froide qui ne servent pas vraiment à grand-chose. Les Européens voudraient bien s'en débarrasser, pas tous. Donc il y a un désaccord. À l'automne 2010, normalement, un sommet de l'OTAN doit à la fois annoncer le nouveau concept stratégique de l'OTAN, et une partie de ce concept stratégique touchera donc au statut des armes nucléaires de l'OTAN. Et là aussi, si vous voulez, vous avez beaucoup de divisions au sein des Européens. Donc, autant d'obstacles. En fait, l'année qui vient, c'est une course à obstacles pour M. Obama. Nous allons en parler. Michel, merci beaucoup d'avoir éclairé cette course à obstacles et ce sujet toujours lourd. Et vous savez, il y avait des autocollants sur des voitures. On disait « Une seule bombe nucléaire peut gâcher toute votre journée ». Oui, c'est sûr. Alors, on y est assez loin. Qu'avez-vous choisi comme plage musicale? Alors, de façon très classique, Imagine de John Lennon. Excellent choix. Merci beaucoup, Michel Fortman. Et on écoute, grâce à vous, Imagine de John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No
Earth's only sky. En profondeur cette semaine, on va parler des OGM, les organismes génétiquement modifiés. C'est un débat qui court depuis un certain nombre d'années, mais qui rebondit constamment à mesure que les progrès de la science font en sorte que les nouveaux OGM d'une nouvelle génération posent de nouvelles questions à la communauté scientifique et évidemment à la communauté agricole et à la communauté politique. Pour en parler, une invitée qui suit ce dossier de près depuis plusieurs années, Madame Thérèse Leroux. Bonjour. Thérèse Bonjour. Leroux. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Madame Leroux, vous êtes professeure à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Vous êtes chercheur au Centre de recherche en droit public. Vous êtes sur le groupe de recherche droit, biotechnologie et rapport au milieu. Vous avez publié tout récemment, ça sort des presses de droit de l'Université de Sherbrooke, La voix du citoyen préoccupé par les OGM peut-elle trouver écho au sein des institutions? Une question brûlante, les débats publics comme mécanisme de participation citoyenne. Un article que vous avez rédigé avec Carolina Monardez. Et vous étiez aussi membre du groupe de recherche que le gouvernement québécois a constitué pour, d'abord, dans un premier rapport, donner ça s'appelle pour une gestion éthique des OGM en 2003, c'est bien ça? En effet, oui. Et donc récemment, en 2008, vous avez publié un supplément, Regard éthique sur les techniques de restriction de l'utilisation génétique avec de nouvelles recommandations. Bon, alors trêve de présentation. On va aller assez loin dans cette discussion, mais on va commencer au début. Alors décrivez-nous qu'est-ce qu'un OGM exactement? Qu'est-ce que ça fait? Un OGM, c'est un organisme vivant dont on a modifié certaines caractéristiques génétiques qui avaient des répercussions intéressantes, que ce soit en fonction de nos intérêts d'aujourd'hui, de l'agriculture, mais on peut imaginer que ce soit dans d'autres secteurs, milieu pharmaceutique, par exemple. Alors, je pense que la caractéristique, c'est modification d'un gène pour produire une protéine ou limiter la production d'une protéine parce que cette dernière a des caractéristiques particulières. On peut faire de la transgénèse à la fois chez les micro-organismes, chez les plantes et chez les animaux. Bon, alors voilà. Donc, le droit, les cours ont d'ailleurs traité différemment ces trois étapes, donc le micro-organisme ou le microbe, la plante et le vivant. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment les cours ont traité différemment ces trois types de transformations? Alors oui, j'aime souvent affirmer que face aux trois règnes, on a réagi très différemment. Lorsqu'il s'est agi de reconnaître la propriété intellectuelle pour des micro-organismes qui avaient été modifiés. C'est-à-dire la capacité pour une compagnie privée de dire ça m'appartient, la modification génétique. Donc, c'est la propriété intellectuelle. Alors, je donne un monopole d'exploitation face à une invention. Et on devait s'interroger, est-ce que le fait de modifier le patrimoine génétique d'un micro-organisme, d'une bactérie, peut être assimilable à une invention? Et si oui, peut-on octroyer un brevet en conséquence? Et dans ce cas-ci, l'utilité de la bactérie était extraordinaire parce que ça permettait de purifier l'eau qui était contaminée et on a octroyé sans problème le brevet en question. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les entreprises ou les sociétés ou les pouvoirs publics qui voulaient utiliser cette méthode devaient payer une redevance ou acheter une licence à la compagnie qui avait inventé ce nouveau procédé. Oui. Et ce qui était tout à fait nouveau dans ce cas-ci, c'est qu'on était avec du vivant. Alors, on n'était pas avec un brevet sur un stylo ou un objet de fabrication matérielle, mais il y avait une possibilité de variation parce qu'on était avec un organisme, en l'occurrence le micro-organisme, qui était capable de digérer les résidus de pétrole ou les résidus, dans ce cas-ci, de pâte et papier. Lorsqu'on est allé plus loin et on s'est demandé pour les plantes, alors on a jugé opportun ici au Canada de ne pas octroyer de brevet, mais plutôt un régime qu'on appelle des obtentions végétales pour reconnaître aussi le caractère de nouveauté avec les nouvelles variétés. Qu'est-ce que c'est ça, une obtention végétale? Ah, c'est simplement un mode aussi d'octroi d'un monopole d'exploitation avec aussi des caractéristiques particulières, dont, entre autres, la reconnaissance du privilège du fermier, qui fait en sorte qu'il peut garder d'une année à l'autre pour ses propres fins. C'est-à-dire que donc l'entreprise qui a inventé cette modification pour la plante, donc donnons l'exemple du maïs,
peut vendre, donc est seul propriétaire de cette modification-là, vend sa semence modifiée à l'agriculteur, et l'agriculteur, lorsque le maïs a poussé, peut récupérer des graines pour le planter une seconde année. C'est ce que vous dites. C'est ça. Donc, c'est l'obtention. Donc, une seule fois, la compagnie, Monsanto en l'occurrence, peut vendre ce produit, mais ensuite, l'agriculteur peut l'utiliser pour plusieurs générations. Et ce qui s'est produit avec le développement des biotechnologies, c'est qu'on a modifié le gène de la plante et on a obtenu un brevet sur le gène, donc sur cette section qu'on retrouve dans notre semence. Et on a eu une interrogation ici au Canada, est-ce qu'on pouvait reconnaître dans les circonstances le brevet? Le brevet qui était donné aux États-Unis. Non, qui avait été aussi ici même, au Canada. Oui, qui a été aussi octroyé ici. Alors, c'est ça, on voulait savoir, est-ce qu'on peut reconnaître ce brevet? Parce qu'on avait eu quelque temps auparavant une décision qui impliquait cette fois-ci une souris, l'oncosouris de Harvard, où on avait refusé un brevet en disant qu'ici au Canada, pour les formes de vie supérieures, il n'y aurait pas de brevet. Un brevet, donc pas de monopole à celui ou la compagnie qui a inventé cette modification n'a pas le monopole. Si quelqu'un d'autre reproduit le mécanisme, il n'a pas à payer de redevance. C'est ça. Alors, on disait que notre définition de ce qu'était une invention n'incluait pas le vivant dans la forme de la souris. Alors, c'est pas une fabrication, c'est pas une composition de matière. Donc, on a fait simplement une analyse littérale de la définition qu'on retrouve dans la loi. On n'a pas cherché quelle était la finalité de la loi, mais bien une analyse du texte de loi. Et on en est venu à la conclusion que la souris, parce que c'est un organisme vivant, ne pouvait pas entrer dans la définition. Ça, contrairement à ce qu'on a fait ailleurs dans d'autres pays, aux États-Unis ou en Europe. Alors ça, c'est la Cour suprême du Canada qui a dit non pour le vivant supérieur et des obtentions agricoles pour les plantes, mais ce n'est pas la pratique aux États-Unis. Non, aux États-Unis, on a à la fois des brevets sur les animaux. Donc, l'oncosouris était déjà breveté aux États-Unis. On a des brevets sur les plantes et des obtentions végétales. On a les deux régimes qui coexistent aux États-Unis. Et en Europe? En Europe, on a accepté le brevet sur l'oncosouris en disant que c'était le produit d'un mécanisme microbiologique. Et ce qu'on a fait par ailleurs, c'est au cours des années, on a limité l'étendue du brevet. Alors, on était parti de mammifères et puis on a restreint à des rongeurs, parce que là, vous imaginez que les mammifères, c'était très large. Oui. Et on a essayé de restreindre. Aurions été inclus dans la catégorie. Des mammifères. Alors, c'était déjà l'exclusion de l'être humain. Mais on ne voulait pas que le brevet couvre, les lapins. Et alors, on a essayé de restreindre avec la souris. Alors, c'est le mécanisme qui, au cours des années, nous a amené à limiter, alors que nous, ça a été un non catégorique. Alors, il y a une différence entre la propriété intellectuelle, donc qui varie selon les lieux, et la capacité de faire les expérimentations. Alors, là, c'est important parce qu'il y a des expérimentations qui peuvent s'étendre dans le milieu en général, et d'autres qui sont relativement restreintes. Alors, pour les souris, par exemple, en laboratoire, est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit qui que ce soit, commençons par le Canada, de faire des modifications génétiques sur le vivant supérieur? Qui l'interdit. On a présentement des lignes directrices qui sont émises par le Conseil canadien de protection des animaux sur la création, si on veut, de souris transgéniques qui sont utilisées comme modèle expérimental, entre autres, comme le cas de l'oncosouris, comme modèle pour développer des nouveaux médicaments ou des nouvelles approches thérapeutiques pour le cancer, pour faire des études toxicologiques. Donc, on a des modèles de souris qui sont plus sensibles, disons, à développer de l'hypertension ou avoir un taux de cholestérol plus élevé. Donc, ça en fait des modèles expérimentaux mieux adaptés à ce qu'on veut développer. Donc, il n'y a pas d'interdit à les produire, sauf qu'on veut s'assurer que c'est fait dans des conditions qui respectent les règles des 3 R. C'est-à-dire? Il veut dire, il faut, lorsque c'est possible, remplacer l'utilisation des animaux de laboratoire. Il faut réduire le nombre et il faut s'assurer que c'est fait dans des conditions qui respectent les qualités de vie de l'animal. Donc, on essaie d'enrichir son environnement. Donc, réduire la souffrance aussi. Donc,
méthode au niveau de l'anesthésie, l'analgésie qu'on va faire chez l'animal et ce qu'on appelle communément des points de chute pour l'expérience. Donc, à quel moment doit-on faire l'euthanasie? Alors, c'est un peu les règles qu'on a établies. Au Canada. Maintenant, est-ce que j'ai raison de penser qu'aux États-Unis, donc en ce moment, des entreprises ou des laboratoires privés déposent des brevets pour des modifications génétiques du vivant et que ces brevets sont acceptés? Oui, je crois qu'aux États-Unis, on peut dire qu'on est assez ouvert à l'octroi des brevets et que, bon, on l'a fait une première fois pour la souris de Harvard. Maintenant, il faut toujours s'assurer que ce qui fait l'objet du brevet répond à nos critères de nouveauté. Alors, je ne pourrais pas arriver avec une souris qui a exactement les mêmes caractéristiques parce que là, il n'y a pas invention. Donc, il faut avoir inventé quelque chose. Alors, puisqu'il y a des régimes différents, même en Occident, est-ce qu'il y a une tentative d'homogénéisation de cette législation au niveau international? Oui, probablement, mais je pense qu'à ce niveau-là, pour ce qui est de l'oncosouris, j'ai l'impression que le Canada, jusqu'à maintenant, n'avait pas en vue de modifier son approche. La Cour suprême a laissé entendre que c'était aux législateurs, s'ils n'étaient pas d'accord avec la décision qui était rendue, de prendre les mesures appropriées pour modifier la loi. À ma connaissance, je ne suis pas au courant qu'il y a des démarches actuelles pour changer la loi sur les brevets à cet égard. Alors, le grand débat, évidemment, c'est l'agriculture. C'est ni le microbe, ni le vivant supérieur, enfin, pour l'instant, c'est l'agriculture parce que lorsque on met une nouvelle semence dans un champ, rien n'empêche, et au contraire, le vent, l'érosion fait en sorte que cette semence va migrer vers des champs voisins. Bon, c'est tout le débat qu'on a eu autour du maïs. Alors, pour vous, nous décrire un peu cette problématique. Ce qu'on veut faire, c'est avant d'autoriser la mise en marché d'un nouveau produit, d'une nouvelle plante, que ce soit le maïs, que ce soit le canola, on demande à établir un dossier dans lequel on peut déterminer l'innocuité du produit et avoir une meilleure information sur l'impact au niveau de l'environnement, santé humaine et biodiversité. Pour ce faire, les compagnies vont entreprendre des essais d'abord en laboratoire. Donc, le travail qui est fait pour modifier les caractéristiques génétiques de la plante se fait en laboratoire. Ensuite, on passe au niveau confiné, donc dans des serres, et ultérieurement au champ. Et à chaque étape, on doit obtenir une autorisation pour ce faire. Donc, tant pour ce qui est fait en milieu confiné que dans les champs et ultérieurement au niveau de la mise en marché. Alors, vous avez donné une conférence à l'École d'été sur la biodiversité. Alors, j'ai pris des notes. Vous disiez que en 2005, au Canada, il y avait eu 208 essais au champ. En 2008, donc 3 ans plus tard, plus du double, 420. Au Québec, on était passé de 5 essais au champ en 2005 et 7 fois plus en 2008, c'est-à-dire 37 essais au champ. C'est une explosion du nombre d'essais au champ. En effet. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les essais qu'on fait ont comme caractéristique maintenant de vouloir regrouper certains éléments. Alors, on sait qu'on a été capable de développer certaines plantes qui sont résistantes aux virus ou qui sont tolérantes aux herbicides ou dont on change la composition au niveau des valeurs nutritionnelles. Et ce qu'on veut faire, c'est avoir ce plan qui combinerait toutes ces caractéristiques. Et il faut refaire des essais au champ. Il faut à nouveau remontrer que la combinaison des trois n'a pas d'effet nocif sur l'environnement, la santé. Donc, c'est souvent le même produit qui retourne en essai au champ. Donc, on ne parle pas de 420 produits différents de modification, mais un certain nombre avec plusieurs essais. Et le même produit peut être à différents lieux. Donc, pour chacun, on a besoin d'une autorisation. Alors, je pense qu'il faut aussi savoir. Et pour tester les différents sols, les différents climats et les différents environnements. Bon, alors il y a une cause célèbre au Canada qui implique Monsanto contre un agriculteur de Saskatchewan. Alors, de quoi était-il question? Dans ce cas-ci, c'est l'affaire Monsanto contre Schmeiser. Alors, on est face à un cultivateur qui a utilisé un plant transgénique, on parle de canola, qui est résistant au BT. Au BT, c'est-à-dire? À un herbicide qu'on utilise pour les champs alors, et aussi pour les insectes. Alors, dans ce cas-ci, monsieur
a affirmé que c'était suite au vent ou qu'on avait pu avoir sur une parcelle de son terrain une telle culture. C'est-à-dire qu'il n'avait pas acheté? Il n'avait pas acheté de Monsanto, il n'avait pas signé de licence, il n'y avait pas d'engagement à ce que la récolte soit envoyée dans un silo bien défini, etc. Alors, mais tout à coup, il se retrouve avec le produit Monsanto sur sa ferme. Sur sa ferme, sur son terrain. Il constate qu'évidemment, il réagit très bien à la substance, donc il peut détruire les mauvaises herbes et avoir un plant qui se tient bien debout. Il récolte, il garde les grains. L'année suivante, il replante les graines en question. Et là, Monsanto dit, écoutez, vous n'avez pas respecté mes droits de propriété intellectuelle et j'intente une action en contrefaçon. Donc, vous auriez dû me payer pour l'utiliser. La décision de la Cour suprême est intéressante parce qu'elle se situe quelque temps après celle où on a discuté du brevet chez notre souris, nos rauds-souris, et on se demandait est-ce qu'on peut accepter ce gène qu'on trouve dans la semence et est-ce qu'on peut parler de contrefaçon? Et la Cour suprême a décidé cette fois-ci que oui, on reconnaît la présence d'un gène transgénique breveté et la semence qui est un tout, doit aussi faire l'objet d'une licence et paiement de redevances. OK. De brevet ou de ce qu'on disait tout à l'heure, l'obtention agricole? L'obtention végétale, voilà, était pour le plant. Le brevet était pour le gène modifié. Alors, le gène modifié peut faire l'objet d'un brevet. OK. Et ce gène modifié, peu importe où ça se trouve. Mais le plant, lui, c'est l'obtention. OK. Oui. Alors, un autre cas très connu au Mexique. Alors, on sait que le Mexique, c'est le lieu d'origine du maïs et selon certains agriculteurs ont utilisé le maïs Monsanto, d'autres non, mais il y a eu contamination. Donc, ceux qui ne l'utilisaient pas ont retrouvé sur leur terre cette variété probablement plus forte, plus résistante, donc dominante. D'autres études ont dit non, finalement, c'était un faux positif. Mais tout ce débat est un peu derrière nous parce qu'on est avec une nouvelle génération de cette modification génétique qui donc est stérile. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Compte tenu des problèmes que soulève l'utilisation des plantes transgéniques, le jeu du pollen, des vents, des facteurs climatiques, on s'est rendu compte qu'il y aurait peut-être une façon d'éviter les problèmes en rendant stérile la semence, en disant peu importe dans quel sol elle va tomber, si elle est stérile, on n'aura pas de nouveaux plants. D'où le travail qui a été fait par le groupe en disant... on va aller plus lentement. Alors donc, normalement, une plante, depuis que les plantes ont été créées, on ne sait par qui, les plantes se reproduisent. Pollen, abeilles, tout ça. Bon. Et là, ce qui vient d'être inventé, c'est une plante qui ne se reproduit pas. On la plante une fois, on a le fruit une fois ou la céréale une fois, et ensuite, c'est terminé. C'est terminé. Donc, il n'y a pas de dissémination, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de contamination, peu importe les vents, les abeilles, l'érosion. Mais cependant, c'est une fois, c'est tout. Il faut racheter à chaque année des nouvelles semences. Alors, on pourrait penser que, ça règle le problème. Ceux qui veulent acheter des OGM achètent ça et ils ne contaminent pas le voisin. Et donc, c'est la solution. Mais la commission à laquelle vous participez et beaucoup d'autres scientifiques et environnementalistes dans le monde disent non, ça ne règle pas le problème, ça en pose un nouveau qui pourrait être plus grave. Je vous écoute. Alors, un des problèmes que ça peut poser d'une part, c'est que ça renie le privilège du fermier. Donc, je ne peux pas garder mes semences d'année en année. Je ne peux pas les utiliser pour faire le commerce parce que je ne peux pas avec mon voisin échanger. C'est aussi un problème majeur au niveau économique. Alors, ça veut dire qu'à chaque année, je dois racheter. Alors, on s'interroge, est-ce que véritablement les petits fermiers vont pouvoir racheter? C'est une espèce de contrat d'adhésion que je passe avec une compagnie en disant, oui, cette année, puis l'an prochain, je vais encore devoir frapper à votre porte et encore me procurer les semences parce que donc, c'est un choix qui renouvelle chaque année, mais il pourrait aussi choisir de revenir à une variété non transgénique.
On peut imaginer, Mhm. mais on peut aussi croire que lorsqu'on est pris dans l'engrenage, c'est peut-être plus difficile de revenir à l'arrière et puis de dire, bon, bien, dorénavant, je retourne avec les chants, le chant traditionnel ou l'approche biologique même. Alors, on s'est dit qu'il fallait s'interroger sur quelles étaient les conséquences. Et au sein du groupe, on s'est même demandé, au niveau symbolique, le fait d'avoir cette graine qui porte la mort en dedans d'elle, et comme vous l'avez si bien illustré, on est habitué de voir la graine, on la met en terre, et elle produit quelque chose. Alors, je me retrouve avec une graine qui est stérile. Alors, quel impact ça peut avoir avec, si on croit encore qu'il peut y avoir des flux génétiques. Est-ce qu'elle pourrait rendre stérile la plante sauvage, indigène à côté? Est-ce que c'est possible d'imaginer ce genre de choses? Alors, on s'est dit, comme équipe, comme groupe de travail, qu'il fallait avoir des informations supplémentaires avant de permettre de passer à l'étape ultérieure, qui était de faire des essais au champ. Donc, en ce moment, il y a un moratoire sur les De essais au facto. champ. On a l'impression que ce moratoire est appliqué à la fois au Canada, en Europe, mais aux États-Unis. Comme c'est un moratoire de facto, on ne peut pas savoir exactement. On considère que ça doit être appliqué. On sait qu'il y a des pressions pour qu'il soit levé. Donc, ça laisse entendre Mais qu'il est officiellement, appliqué. personne ne dit « Moi, je suis en train de faire des essais au champ avec cette nouvelle méthode. » Non, on sait qu'on fait des essais en milieu confiné. Ça, tout le monde, on est au courant de ça. Est-ce qu'on fait des essais au champ? Il peut y avoir un doute qui plane. Alors, je ne pourrais pas vous dire... Non, je ne pense pas qu'on fasse la manchette des journaux en disant qu'on le fait, mais on pourrait vérifier ce que je n'ai pas fait. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre à Thérèse cette question. Leroux, en tout cas, c'est fascinant. On va vous réinviter pour les prochaines étapes parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et vous avez choisi une plage musicale qui nous ramène avant le moment où on rendait stériles les semences. Qu'est-ce que c'est? La symphonie pastorale. La symphonie pastorale. Excellent choix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on écoute grâce à vous la symphonie pastorale. À voir, lire et entendre cette semaine, nous allons poser une question qui va au cœur du comportement humain. Est-ce que l'homme, face à l'économie, est une machine qui réfléchit ou est-ce qu'il a des instincts? L'esprit animal en économie, est-ce que ça existe? Il y a un livre qui le dit et qu'a lu pour nous Éric Monti. Éric, merci d'être là. Ça fait plaisir. Alors, Éric, vous êtes directeur du Centre de recherche sur le développement et sur les politiques et le développement social, le CPDS, qui est une unité affiliée au Cerium, professeur en sciences politiques. Vous avez écrit récemment de la réingénierie à la modernisation de l'État québécois. C'est un ouvrage collectif aux presses de l'Université Laval. Et j'entends dire que vous avez un ouvrage qui va sortir bientôt. Oui. Comment s'appelle-t-il? Avec un dénommé Jean-François Lisée. Ah oui! C'est Imaginer l'après-crise. Imaginer l'après-crise à Boréal, qui est un ouvrage collectif aussi. Qui sort d'un séminaire que nous avions tenu en compagnie de Lionel Jospin en début d'année. Mais vous avez donc lu pour nous Animal Spirits, How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Je traduis donc l'esprit animal, comment la psychologie humaine dirige l'économie et pourquoi ça a de l'importance pour le capitalisme global. C'est de George Akerlof et Robert Shiller. Alors, c'est un livre qui est assez populaire en ce moment dans les milieux politiques américains, dans les milieux académiques, parce que ça contredit la théorie dominante qui est celle de la rationalité économique. D'abord, dites-nous ce que c'est que la rationalité économique. Oui. D'abord, il faut savoir que la plupart des théories en sciences économiques sont fondées sur le postulat de la rationalité économique. Donc, c'est très important, en ce sens que, les économistes, leurs théories ont eu énormément d'influence sur l'élaboration des politiques publiques. Et donc, une remise en question de ce postulat, c'est aussi une remise en question des politiques telles que nous les envisageons depuis plusieurs années maintenant. Et ça veut dire que l'homme est un homme rationnel économiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement deux choses. Ça veut dire que l'homme est toujours confronté à des situations de choix, à l'intérieur desquelles il y a plusieurs options, puis il doit choisir entre plusieurs options. Deuxième élément, le choix se fait essentiellement par calcul. C'est un calcul coût-avantage. Donc, on va choisir simplement
l'option qui est la plus avantageuse au moindre coût. Et Voilà. c'est l'intérêt personnel qui est la boussole, qui serait la boussole du comportement humain, Tout que à ce fait. soit face au marché, en tant que Ouais. consommateur, ou en tant que citoyen Ouais. face aux élections. Ouais. Et la science économique de ces dernières années a été essentiellement fondée sur ce postulat. Mhm. D'accord. Voilà. Et voilà, donc Animal Spirit contredit cela en quoi? Ben, eux prétendent que ce postulat de la rationalité humaine et donc les théories économiques qui en découlent sont vraiment inefficaces pour essayer de comprendre les situations de crise et en particulier la crise que nous vivons là, depuis 2008 environ. Donc, eux tentent de voir qu'est-ce qui cloche dans le postulat Mhm. et d'élaborer une explication des situations de crise de manière à, disons, en arriver à une explication plus satisfaisante que ce que peut fournir la science économique telle que nous la connaissons. OK. Donc, se tourne vers la psychologie. Alors, comment décline-t-il l'esprit animal? Comment ça se manifeste? Il y a 5 composantes à l'esprit animal, puis aucune de ces composantes ne peuvent être associées à de la rationalité. C'est soit à l'extérieur du champ de la rationalité ou c'est quelque chose qui va carrément à l'encontre d'un comportement rationnel. Alors, allons-y. Donc, Premièrement, la confiance. La confiance est le premier élément. Donc, pour eux, nos choix sont très souvent faits en fonction de relations de confiance qu'on peut avoir. Par exemple, vous avez décidé d'acheter des actions d'une entreprise demain matin. Il y a des bonnes chances que vous n'ayez pas auparavant fait l'inventaire des options en matière d'actions que vous pourriez acheter, puis fait le calcul pour chacune, calcul coût-avantage pour chacune de ces options. Il y a des bonnes chances que ce soit quelqu'un digne de confiance qui vous ait refilé un tuyau. Vous dites, achète telle action d'entreprise, ça vaut le coup. OK. Donc, la confiance remplace le calcul. La confiance remplace le calcul. Puis, ce qui est important aussi, c'est que la confiance, elle se construit de manière exponentielle et elle se déconstruit de manière exponentielle. Si la personne qui vous donne un tuyau vous donne effectivement un bon tuyau, la prochaine fois, vous risquez d'investir encore plus d'argent sur les tuyaux qu'il vous donne. Mhm. Et à partir du moment où il vous donne un mauvais tuyau, ben là, vous allez probablement tout retirer vos billes sur le genre de conseils que cette personne serait susceptible de vous donner. Deuxième, Ça explique pourquoi il y a eu des dégringolades économiques très prononcées, des effets de cascade, en bourse notamment. Les gens qui décident tout à coup que ça ne fonctionne plus, les conseils que j'ai obtenus auparavant, et donc, on retire tout. donc, la confiance est rapidement. un élément qui est fort, mais qui se détruit facilement. Oui. L'équité, deuxième... Les êtres humains auraient un sens de l'équité fondamental. Puis ça pourrait expliquer pourquoi c'est si difficile de sortir des crises. Selon la théorie économique normale, à partir du moment où il y a une rareté de main-d'œuvre, par exemple, les prix de la main-d'œuvre augmentent. Inversement, lorsque cette rareté disparaît, normalement, les prix devraient diminuer. Ce qui veut dire qu'en période de crise, lorsque les entreprises mettent des travailleurs à pied, normalement, les travailleurs devraient accepter, ceux qui ne perdent pas leur emploi, devraient accepter des salaires moindres, puisqu'il y a moins de rareté. Or, ça ne se produit jamais. Et la raison est simple, c'est qu'un travailleur qui, du jour au lendemain, on lui demande de travailler pour un salaire moindre, mais de faire exactement le même travail, est un peu heurté dans son sens de l'équité. Donc, Pourtant, on pourrait penser que l'équité, au contraire, dit on va répartir équitablement la crise, la perte d'emploi en réduisant tous son salaire, mais non, on dit je fais toujours le même travail, je garde le même salaire. Oui, ça, ce serait la solidarité Ah, plutôt que d'accord. l'équité. Très bien. Ce qui pourrait nous sembler inéquitable, c'est de faire exactement le même travail qu'hier, mais un salaire moindre. Très bien. Alors, comme le temps file, on continue. Oui. Troisième réflexe animal, la corruption. Corruption et la mauvaise foi. Eux notent que très souvent, en début de crise, il y a des scandales qui éclatent, des révélations suite à des scandales de corruption, des chefs d'entreprise qui se seraient enrichis aux dépens des autres. Et ça viendrait notamment heurter le sens de l'équité des individus et évidemment amoindrir la confiance de manière importante des individus. Et qui pourraient, à ce moment-là, se départir très rapidement d'actions qu'ils ont acquéries, notamment d'investissements qu'ils ont faits. Alors, peu importe, donc le calcul rationnel pourrait dire, c'est le temps d'acheter ou c'est le temps de rester, voilà. Mais parce qu'on voit de la corruption, on dit, moi, je m'en lave les mains, je sors du marché. Puis très souvent, par exemple, si votre personne digne de confiance vous dit, investissez dans telle entreprise X, Y, Z, dans l'entreprise X, il y a un scandale de corruption, vous risquez de retirer vos billes de l'ensemble de ces entreprises-là, même si Y, Z, elles sont rentables. Très bien. Le sens de l'équité qui est encore une fois là, heurté, puis donc la confiance qui est amoindrie. Autre ressort, l'illusion monétaire. Qu'est-ce que c'est?
Ce qu'eux nous disent, c'est que, puis là, ça, c'est un élément important de l'explication de la crise actuelle qui est lié aux transactions immobilières, en bonne partie. Eux nous disent que la plupart des gens qui ont beaucoup investi massivement ces dernières années dans l'immobilier sont des gens qui ont un certain âge, donc qui ont de l'argent à investir, et puis se rappellent du prix de la maison qu'ils avaient achetée dans les années 70, par exemple. Ils se disent, c'est incroyable la valeur que cette maison a prise. Donc, l'immobilier est un très bon investissement. Or, ce qu'eux démontrent, c'est que le prix des maisons n'a pas cru plus rapidement que l'économie de manière générale, C'est-à-dire que la valeur d'un dollar dans les années 70 est une fraction de la valeur d'un dollar en 2005, exactement. Mais les gens restent collés aux chiffres plutôt qu'à la valeur. Voilà, exactement. Donc, puis c'est très intéressant parce que là-dessus, ils citent notamment des études de Pierre Fortin. Ah bon? Qui montre que, qui fait une étude très large des contrats au Canada, puis qui montre que sont très rares les contrats qui prévoient des clauses d'indexation. Mm-hmm. Pourtant, normalement, la rationalité voudrait que dans tous les contrats, il y ait une clause d'indexation. Très bien. Et le dernier, c'est le rôle de l'histoire ou des histoires. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on choisit beaucoup moins en fonction d'un calcul qu'en fonction de l'histoire qui vient avec l'information qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'une entreprise peut très bien sortir ses chiffres puis dire, regardez, nous sommes rentables, les choses vont bien, on vient d'obtenir un contrat. C'est pas ça qui va faire en sorte que les gens vont acheter plus d'actions de cette entreprise. Ce qui va les amener à acheter les actions d'entreprise, c'est le sens que l'histoire va donner à ces informations. Par exemple, si une entreprise va chercher un contrat particulièrement lucratif, ce n'est pas le chiffre qui va amener les individus à choisir, mais davantage l'histoire liée à la difficulté qu'a eu l'entreprise à obtenir le contrat, l'exploit que représente le contrat ou l'obtention du contrat. Donc, ce sont en fait des histoires qui accompagnent les choix qui sont particulièrement importantes. Puis lorsque les histoires sont des histoires négatives, ça affecte de manière très importante les décisions qui sont prises par les individus, par les citoyens, par les investisseurs. Et si au contraire, par exemple, nous au Québec, on est attaché à Bombardier, c'est une histoire de progrès, etc., est-ce que cette histoire-là, cette trajectoire est plus importante dans des choix d'investissement ou a une influence trop importante par rapport au calcul vraiment coût-bénéfice de ce que serait la valeur actuelle de l'entreprise? Certainement. Certainement que les investissements québécois, je suis convaincu que si on comparait, par exemple, le nombre d'actionnaires qui achètent des actions de Bombardier, si on regardait la proportion de Québécois par rapport à la proportion d'étrangers, la proportion de Québécois est probablement très importante parce que, justement, il y a une histoire qui accompagne Bombardier au Québec puis qui est peut-être méconnue ailleurs. Éric Monpetit, merci de ces éclaircissements. Est-ce que vous avez pensé à une plage musicale qui reflète cet esprit non rationnel? J'ai pensé au Petit Roi. Et la raison est assez simple, c'est que ma fille de 6 ans m'a chanté cette chanson hier soir. Le Petit Roi de Jean-Pierre Ferland. De Jean-Pierre Ferland. J'ai trouvé la chanson évidemment très belle. Et donc, lorsque tu m'as demandé de choisir une chanson, c'est mon côté émotionnel qui a pris le dessus sur mon côté rationnel, comme ça arrive souvent chez les individus confrontés à des situations de choix. Merci Éric Monpetit pour cette expression d'émotion. Et on écoute, on rappelle le titre du livre, Animal Spirits de George Akerlof et Robert Schiller. Et on écoute grâce à vous Jean-Pierre Ferland interpréter Le Petit Roi. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux et laids. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé. Un ciel de mer. Voilà, vous avez écouté Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Merci d'avoir été là. Vous savez qu'en allant sur le site du Cerium, cerium.ca, vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes, les écouter ou les enregistrer en balado-diffusion. Sinon, comme vous le savez, nous sommes diffusés à la radio sur le réseau de Radio Ville-Marie et à la télévision au Canal Savoir, bien sûr. Nous vous invitons également à venir assister en personne aux activités organisées par le Cerium et ses unités. Vous allez en trouver la trace sur notre site. Je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognan Guerriev et Israël Bénédicte. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine.
Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.